S'adressant au Congrès américain en 2002, le président George Bush a mis en garde contre un axe du mal qui menaçait l'Amérique et la sécurité mondiale. Bush a inclus 3 pays dans l'axe du mal: la Corée du Nord, l'Irak de Saddam Hussein et, dirigé par les ayatollahs, l'Iran. 20 ans plus tard, le concept de l'axe du mal fait son retour, quoique sous une forme légèrement différente. Lorsque les colonnes blindées russes sont entrées en Ukraine le 24 février 2022, l'idée d'un axe du mal a retrouvé une seconde vie et est revenue définitivement dans le débat politique. Des parlementaires républicains et certains experts en politique internationale ont commencé à parler de l'émergence d'un nouvel axe du mal qui s'en prendrait uniquement à l'Ukraine, mais qui remettait surtout en question l'hégémonie américaine et, par conséquent, les pays occidentaux. L'administration du président Biden hésite à faire référence au concept du nouvel axe du mal, mais des responsables clés du Parti républicain le popularisent depuis des mois. Entre autres, le leader des républicains au Sénat, Mitch McConnell, ou l'une des principales rivales de Donald Trump pour l'investiture du Parti républicain à la présidence des États-Unis, Nikki Haley, ont évoqué le nouvel axe du mal. Le concept a également été repris par la presse américaine, notamment par le journal aux opinions très arrêtées, le Wall Street Journal. Les membres du nouvel axe du mal relancé comprennent la Chine, la Russie, l'Iran et la Corée du Nord. La Russie est au centre de ce puzzle, car c'est elle qui mène la guerre contre l'Ukraine. Mais plus cette guerre se prolonge, plus la capacité de la Russie à la mener dépend de l'aide économique et militaire qu'elle reçoit de la Chine, de l'Iran et de la Corée du Nord. Ce sont ces pays qui dirigent la machine de guerre russe. Comment Pékin, Téhéran et Pyongyang aident-ils la Russie dans sa guerre contre l'Ukraine? Que veulent-ils en retour? Le nouvel axe du mal est-il cimenté par une profonde communauté d'intérêts, ou la coopération est-elle avant tout tactique et de nature à court terme? Bienvenue dans le rapport des années 20. En septembre 2022, un drone a été abattu près de Kupiansk, dans l'est de l'Ukraine. Lorsque les Ukrainiens ont examiné l'épave, il s'est avéré qu'il s'agissait d'un Shahed 136 iranien. C'était le premier incident de ce type. Cependant, à mesure que de nouveaux drones iraniens apparaissaient dans le ciel ukrainien dans les jours et semaines suivants, il est devenu clair que Téhéran, qui soutenait diplomatiquement Moscou depuis le début de l'invasion russe, avait décidé de franchir une étape supplémentaire et fournir à la Russie du matériel militaire. L'expérience des premiers mois de la guerre en Ukraine a montré que les drones constituent un outil de combat essentiel. Les Ukrainiens ont largement utilisé les drones, les utilisant pour la reconnaissance, la coordination des tirs d'artillerie ou l'attaque des positions russes. Les Ukrainiens ont utilisé des drones fournis par les pays occidentaux ainsi que des unités commerciales modifiées. Les Russes, en revanche, étaient limités dans leur capacité de réponse, car ils ne disposaient pas d'une flotte de drones aussi importante. S'il est vrai que les Russes ont augmenté leurs dépenses nationales de production de drones dès 2008, peu après leur agression contre la Géorgie, ils se sont principalement concentrés sur la production de drones de reconnaissance. De plus, la production russe de drones dépendait presque entièrement des importations de composants occidentaux. Selon les calculs de Pavel Luzin, du Foreign Policy Research Institute, en 2016-2017 par exemple, jusqu'à 80% des composants des drones militaires russes étaient importés. Après le 24 février 2022, le programme russe de drones sans pilote s'est donc retrouvé dans une situation difficile. D'une part, le ministère de la Défense de la Fédération de Russie a augmenté son financement et a commencé à lancer des plans visant à augmenter rapidement la production nationale de drones. D'un autre côté, les sanctions ont coupé les Russes des composants occidentaux, ce qui a conduit à des usines de drones inutilisées. Alors que les Russes ont progressivement commencé à contourner certaines sanctions, en remplaçant les composants occidentaux par des substituts de qualité inférieure en provenance de la Chine, il a fallu du temps pour restaurer la capacité de production d'avant 2022. Un temps que la Russie n'avait pas. Dans cette situation, elle s'est tournée vers l'Iran, qui dispose depuis des années d'un vaste programme d'avions sans pilote prêt à l'aider. Les conceptions iraniennes ne sont peut-être pas aussi avancées techniquement que celles de leurs homologues occidentaux. Mais ils compensent cela par des faibles coûts de production et l'utilisation de composants facilement disponibles. Les premiers objets aériens fournis par l'Iran à la Russie étaient les drones d'attaque Shahed 136.
Selon les chiffres officiels iraniens, ils peuvent atteindre des vitesses allant jusqu'à 185 km/h, ont une portée de plus de 2000 km et sont armés d'une ogive pouvant atteindre 50 kg. En plus du Shahed 136, les Russes ont également reçu des Iraniens des drones de reconnaissance et d'attaque plus petits, Shahed 131 et Mohajer 6. Peu de temps après avoir reçu les Shahed 136, les Russes ont commencé à les utiliser pour terroriser les villes ukrainiennes. À partir d'octobre, les Russes ont commencé à bombarder les infrastructures critiques des villes, à attaquer les centrales électriques et les usines d'adduction d'eau, dans le but de créer une catastrophe humanitaire à la veille de l'hiver prochain. La campagne russe Shahed contre les villes ukrainiennes peut être vue de deux manières. D'une part, les défenses antiaériennes ukrainiennes ont commencé à faire face relativement rapidement au Shahed 136, lent et volant à basse altitude, et les Ukrainiens affirment désormais qu'ils abattent régulièrement environ 80 à 90% des Shahed lancés par les Russes. D'un autre côté, cependant, les Ukrainiens utilisent leur propre stock de défense aérienne, souvent très coûteux, qui pourrait par la suite se révéler insuffisant pour se défendre contre des cibles plus sophistiquées, telles que les missiles balistiques. De plus, sur la base de l'expérience ukrainienne, les Iraniens ont déjà développé une version améliorée du Shahed. En novembre 2023, l'Iran a dévoilé publiquement le Shahed 238 qui, tout en ayant une autonomie plus courte, est équipé d'un moteur à réaction lui permettant d'atteindre des vitesses allant jusqu'à 500 km/h. Le Shahed amélioré est plus rapide et peut voler à une altitude plus élevée, ce qui le rend plus difficile à abattre que la version de base du Shahed 136. Le nouveau Shahed dispose également de systèmes de guidage améliorés. On ne sait pas encore si la Russie recevra le Shahed 238, mais un tel scénario semble probable. Un mois après que l'Iran a dévoilé le nouveau Shahed, les médias russes ont rapporté que les usines du pays produiraient leur propre modernisation Shahed, équipée de moteurs à réaction. Peut-être que cette modification russe est en réalité le Shahed 238, dont les Iraniens ont remis le prototype à Moscou. Pour l'heure, les Russes se concentrent principalement sur le perfectionnement de l'utilisation tactique des Shahed 136. Alors qu'ils les utilisaient initialement comme moyen d'attaque autonome, ils se sont vite rendus compte que cela était contre-productif. Aujourd'hui, les Shahed 136 sont principalement utilisés pour surcharger les défenses aériennes ukrainiennes. Ils constituent ainsi une sorte d'écran de fumée pour les missiles russes lancés par avion. Ainsi, les Shahed 136, malgré toutes leurs imperfections, se sont révélés être une acquisition précieuse pour la machine de guerre russe. On ne sait pas exactement combien de Shahed les Iraniens ont livrés aux Russes, mais il est toutefois probable que les chiffres ne soient pas si énormes. S'adressant aux journalistes, porte-parole du Conseil de sécurité nationale des États-Unis, a révélé que l'Iran avait livré plus de 400 drones aux Russes entre août 2022 et mai 2023. C'est moins que ce qui avait été estimé précédemment, les renseignements ukrainiens affirmant qu'il y avait plus de 1000 machines. Pourtant, les données fournies par Kirby semblent très probables. L'Iran, soumis à des sanctions depuis des années, dispose d'une capacité de production limitée et est incapable de maintenir un rythme de livraison à la Russie comparable à celui d'une guerre. Il n'est pas non plus surprenant qu'à l'automne 2022, les services de renseignement ukrainiens aient rapporté que Moscou souhaitait ouvrir une ligne de production Shahed sur le territoire russe. Quelques mois plus tard, des images satellites et les correspondances interceptées entre Moscou et Téhéran ont confirmé ces informations. Les Russes ont commencé à agrandir l'usine d'Alabuga dans la République du Tatarstan. Les documents divulgués indiquent que les Russes souhaitent produire plus de 6000 Shahed dans cette usine d'ici août 2025. Mais si les livraisons de drones iraniens à la Russie ont attiré le plus l'attention des médias, elles ne constituent pas la seule aide militaire que Poutine a reçue des ayatollahs. En avril 2023, le Wall Street Journal révélait que des navires chargés de munitions naviguaient régulièrement entre les ports iraniens et russes de la mer Caspienne. En 6 mois seulement, les Iraniens devaient fournir à la machine de guerre russe 300 000 obus d'artillerie et 1 million d'autres munitions via cette route. Des discussions ont également lieu sur la fourniture de missiles balistiques. C'était l'un des principaux sujets de discussion lors de la visite du ministre russe de la Défense, Sergei Shoigu, à Téhéran en septembre. Les Russes auraient indiqué qu'ils étaient particulièrement intéressés par les missiles à courte portée Fateh 110 que les Iraniens ont utilisés, entre autres, pour bombarder la base américaine d'Al-Assad en Irak en 2020. Le ministre iranien de la Défense, le général Mohammad Reza Ashtiani,
qui recevait Sergei Shoigu, a ouvertement déclaré que l'Iran était prêt à coopérer avec la Russie à cet égard, mais qu'il fallait attendre l'expiration de l'interdiction des exportations de missiles balistiques imposée à l'Iran en vertu de la résolution 2231 du Conseil de sécurité de l'ONU. La résolution a finalement expiré le 18 octobre 2023. Elle a toutefois coïncidé avec une nouvelle guerre entre Hamas et Israël et une augmentation générale des tensions au Moyen-Orient. Des milices pro-iraniennes du Liban au Yémen ont commencé à attaquer des cibles américaines et israéliennes, et le Pentagone a déployé 2 porte-avions dans la région. La menace d'une confrontation entre l'Iran et les États-Unis semble avoir conduit à la suspension des négociations entre Moscou et Téhéran sur l'approvisionnement en missiles balistiques. Ainsi, même si détourner l'attention du monde de la guerre en Ukraine est à l'avantage du Kremlin, la guerre entre Israël et Hamas a également des conséquences négatives pour les Russes. Néanmoins, les Russes reviendront certainement sur la question. L'analyse de l'aide iranienne à la machine de guerre russe soulève une question fondamentale. Qu'obtient Téhéran en retour? Les Iraniens comptent entre autres sur l'aide russe pour moderniser leur armée de l'air et leur défense aérienne. L'armée de l'air iranienne est anachronique et repose sur de vieux avions soviétiques et américains. Beaucoup d'entre eux, comme les chasseurs F-14 et F-5, sont des reliques du règne du Shah. C'est pourquoi les Iraniens souhaitent acheter des chasseurs russes modernes Su-35. Fin 2022, les médias iraniens rapportaient officiellement qu'un contrat avait été signé avec Moscou pour la livraison de ces avions. Jusqu'à présent, les Iraniens n'ont reçu aucun des Su-35 promis. Toutefois, en septembre, l'Iran a reçu sa première livraison d'avions d'entraînement Yak-130, ce qui pourrait indiquer que les négociations sur le Su-35 progressent. Des spéculations sont également en cours sur l'acquisition par l'Iran de systèmes russes S-400, mais aucun détail n'est disponible. Les livraisons potentielles d'équipements militaires russes attirent le plus l'attention des médias. Mais il convient également d'examiner de plus près la coopération économique croissante entre Moscou et Téhéran. De nombreux éléments suggèrent que le soutien des Iraniens à la machine de guerre russe était motivé par des considérations économiques plutôt que strictement militaires. Les sanctions américaines ont rendu l'Iran désespéré à la recherche de partenaires commerciaux et d'investisseurs étrangers. Même si Moscou et Téhéran entretiennent des relations plus étroites depuis des années, les Russes étaient réticents à investir massivement en Iran, de peur que les entreprises russes ne soient également soumises aux sanctions américaines. Cependant, tout a changé après le 24 février 2022, lorsque la Russie est également tombée sous le joug des sanctions. Comme l'explique Alex Vatanka, du Middle East Institute, la Russie et l'Iran sont devenus les pays les plus sanctionnés au monde. En conséquence, Moscou a perdu toutes les inhibitions qui l'empêchaient d'intensifier sa coopération économique avec l'Iran avant 2022. La valeur des échanges commerciaux entre la Russie et l'Iran s'élevait à environ 4,9 milliards de dollars en 2022, soit une augmentation d'environ 20% par rapport à 2021. En 2023, les échanges ont continué à prospérer, les données préliminaires suggérant que la valeur des échanges annuels a déjà dépassé les 6 milliards de dollars. Toutefois, le volume réel des échanges pourrait être bien plus élevé. En effet, les Iraniens n'incluent pas les contrats de vente de matériel militaire dans leurs statistiques officielles. Les liens institutionnels se développent également. Pas plus tard qu'en janvier 2023, l'Iran et la Russie ont fusionné leurs systèmes bancaires, contournant ainsi le système SWIFT dont les deux pays étaient déconnectés. En outre, plus de 80% des échanges commerciaux entre la Russie et l'Iran s'effectuent désormais en monnaie nationale, le rouble et le rial. Avec le soutien de Moscou, l'Iran a rejoint l'Organisation de coopération de Shanghai à l'été 2023 et un accord de libre-échange entre l'Iran et l'Union économique eurasienne a été signé en décembre 2023. Cependant, la plus grande réussite économique des Iraniens semble avoir été de convaincre les Russes de donner la priorité au corridor de transport international Nord-Sud, INSTC. Nous avons déjà consacré un épisode à ce sujet. Le corridor Nord-Sud est une route commerciale multimodale reliant la Russie à l'Iran, puis à l'Inde et à l'océan Indien. En 2002, la Russie, l'Iran et l'Inde ont signé un accord spécial pour construire le corridor, mais les travaux ont été relativement lents. Ce n'est que lorsque les Russes furent coupés des marchés occidentaux et durent trouver d'autres partenaires commerciaux que Moscou s'intéressa à nouveau au concept de corridor vers l'Inde. Toute personne intéressée par plus de détails peut consulter le reportage vidéo submentionné.
Dans l'ensemble, on estime que le transport de marchandises russes vers l'Asie, via le corridor nord-sud, a augmenté jusqu'à 120% au cours des 7 premiers mois de 2022. Les ports russes et iraniens de la mer Caspienne regorgent d'activités, et le volume des échanges commerciaux est si important qu'ils sont tout simplement à court de navires pour transporter les marchandises. C'est pourquoi les Russes ont commencé à construire de nouveaux porte-conteneurs pour répondre à ce commerce croissant. Pour l'instant, les travaux sur 4 nouveaux porte-conteneurs ont commencé dans les chantiers navals, mais les projets russes prévoient un total de 21 navires. L'Iran a énormément bénéficié de la guerre russo-ukrainienne. En échange d'une aide militaire, elle a reçu d'importants avantages économiques qui ont renforcé Téhéran. Ces avantages vont encore s'accroître dans les années à venir avec la poursuite de l'expansion du corridor nord-sud, pour lequel Moscou a déjà obtenu un financement adéquat. L'Iran n'est cependant pas le seul pays à alimenter la machine de guerre russe. La Corée du Nord vient également en aide à Moscou. Le 10 septembre 2023, le camarade Kim Jong-un est monté à bord d'un train blindé spécial qui l'a amené en Russie pour une rencontre avec Vladimir Poutine. Il s'agissait de la première visite du dictateur nord-coréen en Russie depuis 2019. La réunion a eu lieu au cosmodrome de Vostochny, dans l'extrême-orient russe. Au cours des pourparlers, Kim Jong-un a offert à Poutine son soutien total et inconditionnel à ce qu'il a appelé la lutte sacrée contre l'impérialisme et l'Occident. Cette déclaration a pris une tournure concrète un mois plus tard, lorsque les Américains ont révélé que la Corée du Nord avait commencé à expédier du matériel militaire à la Russie. Les renseignements américains mettaient en garde contre une telle perspective depuis des mois. Les avertissements se sont intensifiés à l'été 2023, lorsqu'il est devenu évident que la guerre en Ukraine s'était transformée en une guerre matérielle, les deux camps étant à court de munitions d'artillerie. Les médias occidentaux ont principalement décrit la famine de munitions de l'armée ukrainienne. Mais la Russie a également un énorme problème à cet égard. Selon les estimations de Marcin Piotrowski, de l'Institut polonais des affaires internationales, les Russes ont utilisé entre 12 et 14 millions d'obus d'artillerie et de roquettes au cours de la première année de la guerre. La capacité de production de la Russie, déjà sur le pied de terre, est importante, autour de 4 à 5 millions d'obus. Mais c'est encore trop peu pour soutenir l'intensité actuelle des bombardements. La situation est similaire pour les missiles balistiques et de croisière, qui sont également déployés plus rapidement que l'industrie ne peut reconstituer ses stocks. En conséquence, les Russes ont progressivement commencé à puiser davantage dans leurs réserves, retirant du stockage des munitions plus anciennes et de moins en moins fiables. Les Russes se sont vite rendus compte que, tout comme ils devaient se tourner vers les Iraniens pour les drones, ils devraient se tourner vers la Corée communiste pour les obus d'artillerie. La Corée du Nord est un partenaire idéal pour approvisionner la machine de guerre russe. En effet, les Coréens produisent des munitions de calibre 122, 130 et 152 mm, sur lesquelles sont basés les systèmes d'artillerie soviétiques. En outre, la Corée du Nord possède plus de 2000 chars T-62 que les Russes retirent de plus en plus de leurs réserves et les envoient en Ukraine. Les Nord-Coréens disposent toujours de lignes de production ouvertes pour ces chars et sont en mesure de fournir les pièces de rechange nécessaires à leur réparation. La Corée du Nord dispose également d'un vaste arsenal de missiles balistiques. Les conceptions coréennes sont principalement basées sur les Toksca soviétiques et les Iskander russes, ce qui constitue un autre avantage important. En octobre, les Américains ont annoncé que la Corée du Nord avait livré à la Russie les 1000 premiers conteneurs de matériel militaire. Le transport se fait par rail et par mer. Le port nord-coréen de Rason sera probablement la principale plaque tournante logistique. On ne sait pas exactement ce qui est expédié de Corée vers la Russie. Cependant, la presse sud-coréenne, citant des sources de renseignement, affirme que Moscou a déjà reçu 1 million d'obus d'artillerie et de grandes quantités de balles. Le 4 janvier, John Kirby, porte-parole du Conseil de sécurité nationale américain, a révélé que la Corée du Nord avait déjà commencé à livrer ses premiers lanceurs et missiles balistiques à la Russie. Selon les Américains, avant la fin de l'année, le 30 décembre, les Russes ont lancé le premier missile balistique nord-coréen vers l'Ukraine. Dans les jours qui suivirent, les Américains enregistrèrent de nouvelles attaques de ces missiles. Des photos des sites d'impact publiés par les Ukrainiens montrent que les Russes ont reçu des missiles KN-23, Hwasong Ilga. Il s'agit d'un modèle relativement nouveau, dévoilé par les Coréens en 2018.
Le modèle pour son développement était l'Iskander russe. La portée du KN-23 est d'environ 600 à 700 km et l'ogive pèse environ 500 kg. La grande inconnue reste cependant la qualité des munitions nord-coréennes. Le cas du bombardement de l'île de Yeonpyeong en 2010 est souvent cité dans les discussions sur la question, lorsque seulement la moitié des 170 roquettes de 122 mm tirées par le nord ont atteint l'île et que le quart d'entre elles n'ont pas explosé. Cependant, l'histoire du bombardement de l'île de Yeonpyeong n'est qu'anecdotique. Au cours des 14 dernières années, le Nord a très probablement amélioré la qualité de ses munitions. Michael Kaufman, du Carnegie Endowment, a commenté le débat sur la qualité des munitions nord-coréennes. Lorsqu'il s'agit de munitions, la quantité est de qualité en soi. Une qualité plus faible ne signifie pas immédiatement que 100% des munitions ne marcheront pas. Cependant, pendant ce temps, le Nord prépare de nouvelles expéditions d'équipement vers la Russie. Les services de renseignement sud-coréens rapportent que les usines nord-coréennes fonctionnent à plein régime et les autorités ont même recruté des usines civiles chargées de produire en masse des caisses de munitions dans les forts militaires de la Russie. Les autorités nord-coréennes font de l'approvisionnement de la Russie une priorité absolue. Pas plus tard qu'en août 2023, quelques mois avant que la Corée ne commence à ravitailler la machine de guerre russe, Kim Jong-un a personnellement visité plusieurs usines d'armement clés et a ordonné une augmentation des rations alimentaires pour leurs travailleurs. La presse du Sud spécule que la fourniture d'équipements militaires pourrait ne constituer qu'une partie de l'accord entre Poutine et Kim Jong-un. Entre autres choses, cela pourrait inclure l'envoi de milliers de Nord-Coréens pour travailler dans les usines de défense russes. Nous ne savons pas exactement ce que Poutine a promis aux Nord-Coréens en échange d'une assistance militaire. Mais il est fort probable que ce soit l'aide russe qui, après 2 tentatives infructueuses, ait permis aux Nord-Coréens de enfin lancer un satellite dans l'espace en novembre 2023. En échange de livraison d'armes, les Russes aident financièrement les Coréens, leur fournissent de la nourriture et une coopération énergétique accrue. Les Américains estiment que le régime de Kim Jong-un pourrait recevoir des Russes des armements avancés, notamment des véhicules blindés, des avions de combat et des missiles sol-air. Les Coréens souhaitent également un transfert de technologie militaire, notamment dans la production de missiles balistiques. L'accord conclu entre Poutine et Kim Jong-un semble être mutuellement bénéfique. Les Russes veulent transformer la Corée du Nord en une usine d'armes bon marché produites en série pour alimenter la machine de guerre russe. La Corée du Nord, en revanche, n'a pas d'exigences exorbitantes et compte principalement sur une aide économique et technologique, ce qui est plus qu'acceptable pour la Russie. Il est intéressant de noter que malgré les milliers de kilomètres qui séparent la péninsule coréenne de l'Ukraine, la guerre en Europe est en quelque sorte une guerre par procuration pour les Coréens, des 2 côtés du 38e parallèle, qui marque la frontière entre les 2 Corées. En effet, le Sud constitue un centre de soutien militaire très important pour Kiev. Début décembre, le Washington Post rapportait qu'en 2023, la Corée du Sud avait fourni aux Ukrainiens plus d'obus d'artillerie de 155 mm que tous les pays européens réunis. Mais la guerre en Ukraine et les troubles à Moscou ont contraint les Russes à travailler plus étroitement non seulement avec leurs camarades coréens à Pyongyang, mais aussi avec leurs camarades chinois à Pékin. Le 4 février 2022, le président Vladimir Poutine et le président Xi Jinping se sont rencontrés à Pékin juste avant le début des Jeux olympiques d'hiver. Au cours des entretiens, les 2 dirigeants ont qualifié la coopération russo-chinoise de sans limite et sans domaine de coopération interdit. Mais ce qui est plus intéressant, c'est ce dont Poutine et Xi ont discuté à huis clos. Certains affirment que Poutine a informé Xi de l'invasion imminente de l'Ukraine. D'autres affirment que Moscou n'a jamais discuté de ses projets de guerre avec Pékin. Nous ne connaîtrons probablement pas la vérité avant longtemps, que la rencontre Poutine-Xi de février 2022 soulève encore de nombreuses questions. Il en va de même pour toute l'attitude de la Chine à l'égard de la guerre en Ukraine. D'une part, la Chine n'a pas condamné l'agression russe, refusant même de qualifier les événements en Ukraine de guerre. D'un autre côté, depuis le début des combats, la Chine a souligné le droit de l'Ukraine à la souveraineté et à l'intégrité territoriale, et les diplomates chinois ont même présenté un projet d'accord de paix. La politique chinoise à l'égard de la guerre en Ukraine apparaît donc très ambivalente. Mais il s'agit d'un effort délibéré de la part de Pékin. Cette ambivalence
est conçu comme un écran de fumée diplomatique, dissimulant un fort soutien à la Russie, quoique moindre que ce à quoi les Russes eux-mêmes s'attendraient. Le soutien chinois à la Russie, contrairement à l'Iran ou à la Corée du Nord, n'a pas une composante militaire aussi claire. Les munitions, chars ou missiles chinois n'arrivent pas en grande quantité vers la Russie. Mais Pékin donne à la Russie autre chose, quelque chose de bien plus précieux. Une bouée de sauvetage économique. En 2022, le commerce sino-russe représentait environ 190 milliards de dollars, soit une augmentation d'environ 30% par rapport à 2021. Dans le même temps, les exportations chinoises vers la Russie ont augmenté de 13% pour atteindre environ 76 milliards de dollars, et les exportations russes vers la Chine de 43% pour atteindre près de 76 milliards de dollars. Environ 114 milliards au total. Les échanges commerciaux ont continué de croître en 2023. Les données pour l'année complète ne sont pas encore disponibles, mais sur la période janvier-novembre, la valeur des échanges commerciaux entre la Russie et la Chine a franchi la barre symbolique des 200 milliards de dollars pour atteindre 218 milliards de dollars. Les matières premières énergétiques ont été principalement responsables de l'essor des exportations russes vers la Chine au cours de la première année de la guerre. Il est crucial de trouver des marchés pour les matières premières énergétiques russes. Après tout, ils représentent environ 50% des exportations russes. Avant la guerre, les pays européens étaient les plus grands importateurs de pétrole russe. Les Russes ont vendu environ 50% de leur pétrole et 75% de leur gaz à l'Europe. Ainsi, après le déclenchement de la guerre, l'Occident a imposé un embargo sur le pétrole russe et en partie sur le gaz, ainsi qu'un plafonnement des prix. C'est pourquoi il est devenu si important pour les Russes de trouver des marchés alternatifs pour leurs ressources énergétiques. 3 pays sont venus en aide à la Russie: la Chine, la Turquie et l'Inde. Des 3, Pékin est bien entendu le plus important acheteur. En 2022, la Chine a augmenté ses importations de gaz russe d'environ 50% de pétrole et de 10% de charbon de 20%. En 2022, la Chine a augmenté ses importations de gaz russe d'environ 50%, de pétrole de 10% et de charbon de 20%. En conséquence, la part de la Chine dans les exportations énergétiques russes a doublé, passant de 15 à 30%, selon les estimations du Centre d'études pour l'Europe de l'Est de Stockholm. Le problème, cependant, ce sont les contraintes de transport. S'il est relativement facile de détourner le pétrole vers d'autres marchés, les manières grecques du transport maritime viennent à la rescousse. Le gaz n'est pas si facile. Une infrastructure adéquate est cruciale. La Chine et la Russie ne sont actuellement reliées que par un seul gazoduc. Il s'agit de Power of Siberia, qui a commencé à fonctionner en 2019. En 2022, les Russes ont fourni environ 15 milliards de mètres cubes de gaz à la Chine via cette voie. À terme, en 2024, Power of Siberia devrait atteindre la capacité de transporter 38 milliards de mètres cubes de gaz. Bien qu'un accord ait été signé en 2022 pour la construction de la route dite d'Extrême-Orient, qui devrait augmenter la capacité de Power of Siberia de 2 milliards de mètres cubes supplémentaires de gaz, cela reste encore trop peu pour constituer une alternative viable à l'approvisionnement en gaz de l'Europe. C'est pourquoi les Russes supplient Pékin de signer un accord pour construire la deuxième liaison de Power of Siberia, qui permettrait de livrer à la Chine 50 milliards de mètres cubes supplémentaires de gaz. Le gazoduc proposé partirait de la péninsule de Yamal et traverserait la Mongolie jusqu'en Chine. Les Russes affirment que les livraisons via ce pipeline pourraient commencer dès 2030. Ainsi, au total, en 2030, les Russes pourraient fournir à la Chine près de 100 milliards de mètres cubes de gaz. C'est une somme énorme, mais cela ne constituerait toujours pas une alternative complète aux approvisionnements vers l'Europe. Au cours de l'année record de 2018, la Russie a fourni plus de 200 milliards de mètres cubes de gaz à l'Europe. Un an avant la guerre, en 2021, il s'agissait de 155 milliards de mètres cubes de gaz, soit 50% de plus que ce que les Russes envisagent d'envoyer à la Chine, et seulement si tous les plans se concrétisent. Le problème de Moscou, c'est aussi l'attitude des Chinois eux-mêmes, qui traînent depuis des mois sur les négociations de Power of Siberia 2, probablement pour tenter d'obtenir de meilleures conditions, notamment en matière de prix. Adossés au mur, les Russes disposent de peu d'arguments pour se défendre face au chantage chinois. L'aide économique chinoise ne se limite pas à l'achat de ressources énergétiques russes. Les statistiques
raconte une histoire très intéressante. Après l'agression contre l'Ukraine, les Russes ont été coupés de l'électronique occidentale. Là aussi, la Chine est venue à sa rescousse. Les exportations chinoises de semi-conducteurs vers la Russie ont bondi de 150% en 2022. Il s'agit d'une augmentation significative, même si les Russes se plaignent de la qualité des substituts chinois. De plus, Pékin impose périodiquement des restrictions sur les exportations vers la Russie. Par exemple, entre décembre 2022 et octobre 2023, Pékin a interdit les exportations de processeurs Luxon vers la Russie, ainsi que vers d'autres pays. Une analyse des ventes chinoises de machines de construction à la Russie, qui, comme le note le Conseil atlantique, ont culminé à l'automne et à l'hiver 2022, produit également des conclusions intéressantes. Cela a coïncidé avec la construction intensive de fortifications à Zaporijia, menée par la Russie. Rien qu'en septembre 2022, les Russes ont apporté 1918 excavatrices de Chine, et pour l'ensemble de l'année 2022, les Russes en ont apporté près de 10 000, soit une augmentation de 300% par rapport à 2021. Ce sont ces machines chinoises qui ont été utilisées pour construire la ligne Surovikin à Zaporijia, que les Ukrainiens ont tenté de prendre d'assaut quelques mois plus tard. Rhétoriquement, Pékin soutient l'intégrité territoriale de l'Ukraine, mais dans la pratique, ce sont les machines chinoises qui ont empêché sa réalisation. Les Chinois aident également les Russes avec leurs voitures. Les statistiques montrent qu'au cours des premiers mois de 2023, les Russes ont apporté 464 000 voitures de Chine, soit une augmentation de plus de 250% par rapport à 2022. Il y a également eu une augmentation significative des importations de camions chinois, très probablement destinés à l'armée russe. Le cas des exportations chinoises de roulement est également remarquable. Cela montre bien que les statistiques officielles ne font peut-être pas autorité et que l'ampleur réelle de l'aide économique chinoise à la Russie pourrait être bien plus grande. En 2022, les exportations chinoises de roulement vers la Russie ont augmenté de 345%. Mais il est probable que cela ne soit qu'une partie d'un tableau plus vaste. Dans le même temps, les exportations chinoises de produits vers les pays d'Asie centrale ont également augmenté, et dans des proportions absurdes. Le Kyrgyzstan, par exemple, a connu une augmentation de 2500% des importations chinoises de roulement. Il est clair que le Kyrgyzstan n'était qu'un pis-aller pour cacher la véritable destination des marchandises chinoises qui étaient en réalité destinées à la Russie. Il convient de mentionner ici que l'Asie centrale constitue un élément important dans la lutte de la Russie contre les sanctions. En effet, Moscou se livre à des importations parallèles, c'est-à-dire qu'elle introduit des marchandises sur son marché sans le consentement de leurs producteurs. Les intermédiaires d'Asie centrale jouent un rôle clé dans ce processus, car ils ont augmenté massivement leurs importations de produits occidentaux pour ensuite vendre ces produits à la Russie en tant qu'importation parallèle et gagner de l'argent en tant qu'intermédiaire. Cela montre à quel point il est important, en termes d'efficacité des sanctions, que le plus grand nombre de pays possible les respectent. Les Chinois contribuent également activement à contourner les sanctions imposées au secteur financier russe. En réponse au retrait de la Russie du système SWIFT, les banques russes et chinoises se sont tournées vers les systèmes de paiement nationaux. Les banques russes se sont connectées au système CIPS chinois, tandis que les banques chinoises sont connectées au SPFS russe. En juillet 2023, le directeur du renseignement national américain a publié un rapport sur le soutien apporté par la République populaire de Chine à la machine de guerre russe. Il montre que la Chine fournit également une aide strictement militaire à la Russie, mais que ce montant est très limité. Le rapport comprend des informations sur les pièces de rechange chinoises pour les avions de combat. Le rapport comprend des informations sur les pièces de rechange chinoises pour les avions de combat, les équipements de navigation et les équipements destinés à brouiller l'ennemi. Cependant, la Chine n'a pas choisi de fournir aux Russes des armes en soi, c'est-à-dire des armes que les Américains qualifient de mortelles. Lorsque nous analysons l'aide que la Russie reçoit de la Chine, nous devons examiner la situation dans son ensemble. Contrairement à l'Iran ou à la Corée du Nord, Pékin n'a pas choisi de fournir à la Russie de grandes quantités de matériel militaire. Mais cela ne veut pas dire que la Chine n'a pas pris position sur la guerre en Ukraine. C'est effectivement le cas, et c'est clairement une position pro-russe. L'aide chinoise à la Russie en difficulté a avant tout une dimension économique. Les Chinois achètent des ressources énergétiques russes, fournissent à Moscou des semi-conducteurs, des camions, des engins de chantier, des pièces détachées
ou des outils et équipements nécessaires au travail des usines. Du point de vue de Moscou, l'aide chinoise est énorme, mais néanmoins inférieure à ce que le Kremlin souhaiterait. Bien entendu, les Russes souhaiteraient que l'aide chinoise ait non seulement une dimension économique, mais qu'elle comprenne également des expéditions de munitions, d'artillerie, de véhicules de combat ou de chars chinois. Mais pour le moment, de tels approvisionnements semblent exclus. Cela est dû à la politique plus large de la Chine à l'égard de la guerre en Ukraine. Pékin tente de maintenir une apparence de neutralité sur la question, avec un certain succès. Un rôle clé pour mettre fin à la guerre est forcer Moscou à abandonner ses ambitions impériales. Commencer à livrer des armes à la Russie annulerait donc des années de travail des diplomates chinois. Cela exposerait également la Chine elle-même à de sévères sanctions occidentales. De plus, Pékin semble considérer la situation actuelle de la Russie en Ukraine comme relativement stable, et ne considère donc pas la fourniture d'armes chinoises à la Russie comme essentielle à la victoire de Moscou. Pour compléter le tableau de l'implication chinoise dans la guerre en Ukraine, il convient de mentionner un autre aspect important. L'aide économique chinoise à la Russie a un prix très élevé. Au cours des 2 dernières années, donc sur une période très courte, Moscou a rapidement accru sa dépendance économique à l'égard de Pékin. Aujourd'hui, la Chine représente déjà près d'un quart du commerce extérieur de la Russie. En outre, la part du commerce russo-chinois, libellé en monnaie nationale, augmente régulièrement. Le premier ministre de la Fédération de Russie, Mikhail Mishustin, a annoncé en décembre que plus de 90% des échanges commerciaux avec la Chine étaient déjà réglés en yuan ou en rouble. Cela conduirait à un scénario dans lequel une guerre en Ukraine conduirait à une vassalisation complète de la Russie par Pékin. Le président français Emmanuel Macron lui-même a décrit la Russie comme un État vassal de la Chine en mai 2023. Cependant, d'autres, comme l'expert de la Asia Society, Philip Ivanov, soulignent qu'il est encore prématuré de qualifier la Russie de vassal de la Chine. Alors, la Russie, la Chine, l'Iran et la Corée du Nord sont-ils en fait le nouvel axe du mal? En fait, ces pays partagent de nombreux intérêts communs, le principal étant l'opposition à l'hégémonie américaine et la tentative de la remplacer par un monde multipolaire. Tous ces pays considèrent la guerre en Ukraine non pas nécessairement comme un conflit entre deux pays, mais comme un affrontement entre deux ordres concurrents. Un affrontement entre l'idée d'un monde unipolaire, soumis à la domination américaine, et un monde multipolaire. Par conséquent, outre leurs intérêts opportunistes, ils souhaitent soutenir la Russie dans cette rivalité, d'autant plus que celle-ci est menée par les efforts du Kremlin et non par les leurs. Néanmoins, l'animosité ne manque pas au sein du bloc multipolaire émergent. L'Iran reste méfiant à l'égard de la présence militaire russe à long terme en Syrie, qui mine l'influence de Téhéran dans ce pays. Les Iraniens sont également mécontents des contacts croissants de Moscou avec les pays arabes du Golfe Persique, notamment l'Arabie saoudite. La Chine, en revanche, se méfie de la coopération croissante entre la Russie et la Corée du Nord, qui pourrait mettre à mal la position jusqu'ici privilégiée de la Chine avec Pyongyang. Pour l'instant, cependant, la convergence des intérêts est suffisamment importante et l'idéologie commune suffisamment ancrée pour que l'aide militaire de l'Iran et de la Corée du Nord afflue largement vers la Russie. Même si c'est avant tout l'aide économique de la Chine qui maintient le Kremlin à flot et permet aux Russes de poursuivre le plan qu'ils ont conçu après la défaite de la première phase de la guerre, c'est-à-dire le plan d'une guerre prolongée, qui suppose que les hommes politiques et les sociétés occidentales, à un moment donné, auront tellement marre de la guerre en Ukraine que le soutien à Kiev cessera ou sera réduit à un tel point que la Russie pourra réaliser ses ambitions impériales. Ce n'est pas un scénario idéal. Après tout, il s'agit d'une humiliation d'image qui dissipe le mythe d'une grande Russie autosuffisante et affaiblit dans une certaine mesure Moscou en tant que centre de pouvoir indépendant. Aujourd'hui, ce sont les Russes qui sont utilisés comme les marionnettes, brisant ainsi l'image que le Kremlin a de lui-même en tant que marionnettiste. Cela explique en soi le déclin de l'importance de Moscou. Mais lorsque l'ensemble de la structure de l'État et les élites mafieuses qui le dirigent sont en jeu, ce ne sont pas des facteurs décisifs pour le Kremlin. Une guerre prolongée constitue un problème majeur pour Kiev, dont les alliés fonctionnent selon des principes très différents de ceux des amis autocratiques de Moscou. Alors que les équipements en provenance d'Iran et de Corée du Nord affluent dans les entrepôts russes, le Congrès américain n'a toujours pas approuvé un nouveau programme d'aide à l'Ukraine. En effet, les républicains ont conditionné cette approbation
un changement des règles de protection de la frontière sud des États-Unis. En conséquence, les Ukrainiens souffrent d'une pénurie croissante de munitions, ce qui se répercute sur la ligne de front, où les Russes prennent l'initiative. Les Ukrainiens, de leur côté, construisent des fortifications et envisagent une mobilisation générale. Les coupables d'une telle situation ne sont évidemment pas seulement les Américains, mais aussi les Européens. En mars 2023, l'Union européenne s'est engagée à fournir à l'Ukraine 1 million d'obus d'artillerie au cours des 12 prochains mois. L'échéance approche et l'UE n'a envoyé que 300 000 projectiles aux Ukrainiens. Le fait est qu'à l'affrontement militaire s'ajoute un conflit de systèmes. La première est basée sur la démocratie, le système occidental, auquel les Ukrainiens tentent d'adhérer par la guerre. La seconde, un système de pouvoir autocratique et vertical. Des siècles de processus historiques ont montré favorablement le modèle occidental. C'est là que la grande majorité des ressources de toutes sortes, capitalistes, scientifiques ou militaires, ont été accumulées. Cependant, sur de courtes périodes de temps, dans des moments de changement rapides, le modèle autocratique présente des avantages naturels. Il s'agit notamment de l'imposition d'une politique d'en haut et de sa mise en œuvre immédiate, par exemple dans le contexte de la production des exportations de munitions vers la Russie. En outre, ignorer l'opinion publique et utiliser les médias qu'elle possède pour contrôler la société selon des politiques prédéterminées. Un système autocratique a également la capacité d'intervenir efficacement dans les processus qui contrôlent les systèmes démocratiques. Cela se fait grâce à l'infiltration des médias occidentaux et à la diffusion d'informations, souvent fausses, visant à influencer la conscience des sociétés démocratiques et à réorienter leurs attitudes vers des intérêts personnels favorables. Un exemple clair de cela est de saper le programme de soutien à l'Ukraine et de le présenter comme un phénomène défavorable au pays X ou Y en utilisant des exemples anecdotiques et en omettant de souligner les implications profondes, de deuxième ordre, voire de troisième ordre, de l'abandon de l'Ukraine. Cette faiblesse de la démocratie peut être atténuée, entre autres, par des décisions audacieuses de ses dirigeants. Les reverra-t-on en 2024 ? La question reste ouverte.